Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de Python pour collège et lycée. Aujourd'hui, je vais vous parler de PyCharm en tant qu'éditeur du code. Là, on va s'éloigner un peu de l'éditeur qu'on a utilisé pendant le premier cours, c'est-à-dire le CLI ou le mode interactif. Là, on va vraiment faire du code dans l'éditeur, comme tout le monde, comme tous les programmeurs. Après, on va parler de la syntaxe Python, parce que j'estime que Python, il suit déjà une syntaxe qu'il faut bien respecter, qu'il faut bien comprendre avant d'être efficace dans sa programmation. Et puis on va compléter ce qu'on a déjà discuté dans le premier cours, quelques types qu'on n'a pas vu encore. Ce qu'on a déjà vu, c'est integer, float, string, list. Maintenant on va parler d'un certain nombre de types qu'il faut vraiment comprendre. On a du boulot pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Jusqu'à présent, on a utilisé le Python console ou le CLI, Command Line Interface, c'est-à-dire le mode interactif, où en fait, on fait une commande, et puis quand on tape sur Entrée, et ben on a le résultat. Donc ça, c'est le mode interactif. Aujourd'hui, on va parler du mode normal, de l'éditeur de code. Donc l'éditeur de code, c'est là où on tape vraiment le code, et quand on finit de taper tout notre code, c'est à ce moment-là où on peut l'exécuter pour avoir le résultat qu'on cherche. Donc là, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai créé juste un dossier ou un projet. C'est plutôt un projet. Donc pour créer un projet, il suffit juste quand vous ouvrez en fait votre interface PyCharm. Là, il vous propose de créer un projet. Donc là, vous créez un projet et vous le nommez quelque chose comme ça, par exemple Python pour collège lycée. Une fois le projet créé, vous avez un dossier. Donc dans ce dossier-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour votre information, il y a déjà un dossier qui s'appelle Valve. Valve, c'est quoi? C'est Virtual Environment. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce dossier-là, il assure à ce que vos projets soient indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que si vous créez un autre projet avec d'autres dépendances, avec d'autres extensions, imaginons que vous avez un projet où vous avez besoin de mathématiques, donc librairie mathématiques. Donc là, vous allez intégrer une librairie mathématique dans ce projet-là. Et puis, vous créez un deuxième projet où vous n'avez pas besoin forcément en fait, de ces librairies, vous avez besoin de d'autres librairies, par exemple, librairies pour le data science. Donc là, en fait, vous allez insérer des librairies de data science dans ce deuxième projet-là. Les deux projets sont indépendants. Donc c'est ce qu'on appelle un virtual environment. Et puis en plus de ça, vous pouvez exécuter les deux projets sur deux versions de Python différentes. Je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin, on aura d'autres occasions en fait d'en parler. Donc ce Valve, il suffit juste de vous dire, pour l'instant, il ne faut vraiment pas le supprimer. Il faut vraiment le garder dans votre projet. Voilà, donc là en fait, on va créer un fichier qu'on va utiliser pour insérer notre code. Pour ce faire, donc vous allez sur Nouveau, et là en fait, soit vous avez Python File, soit vous cliquez sur File. Donc là, j'utilise fichier Python, et puis je le nomme. Donc je vais l'appeler par exemple premier underscore code. Une fois créé, donc ce fichier-là porte l'extension Py. L'extension Py, ça veut dire tout simplement Python. Et puis ici, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, tout ce qu'on a écrit dans le mode interactif est tout à fait applicable ici. C'est-à-dire si je fais print, donc la fonction print qui permet d'imprimer, et je dis premier code à partir d'un éditeur, il faut juste en fait faire CTRL S pour Windows et Command S pour Mac, pour en fait tout simplement sauvegarder. Donc là je fais S, ou bien vous allez sur Fichier, sauvegarder, sur votre menu. Une fois c'est fait, donc si je veux l'exécuter, il suffit donc de cliquer à droite et faire exécuter premier code. Une fois exécuté, vous avez le résultat qui s'affiche en bas. Voilà en gros comment en fait ça marche à l'éditeur. Donc encore une fois, c'est pas magique, c'est tout à fait exactement ce qu'on a fait dans le premier cours en mode interactif. Tout ceci s'applique ici. Voilà donc en gros en fait une introduction sur le mode éditeur, on va dire, de PyCharm. Maintenant, on va continuer à écrire du code exactement dans cette interface-là. La syntaxe de Python, comme vous l'avez bien compris et bien remarqué, est très claire. Le langage évite d'utiliser les caractères non nécessaires, comme les semi-colons ou bien ce qu'on appelle les points-virgules. Par exemple, dans Java, quand on écrit une instruction, on est obligé de mettre point-virgule. Même d'une façon un peu facultative sur JavaScript, c'est un peu la même chose. Donc toutes ces annotations, tous ces caractères que parfois en fait ils peuvent nous compliquer la programmation, notre code,
sur Python, on évite de l'utiliser. Donc vraiment la syntaxe, elle est très claire. On peut par contre utiliser point virgule si on veut sur cette instruction-là. Donc là, si je sauvegarde en fait mon fichier et je l'exécute, d'ailleurs, soit je l'exécute en cliquant à droite et je fais exécuter premier code, soit j'exécute ici directement en cliquant sur ce triangle-là. Voilà, donc le code il s'exécute. Mais voilà, on n'utilise pas point virgule juste pour le savoir. Après, donc en plus de cette syntaxe très claire, il y a ce qu'on appelle l'indentation ou l'indentation. Indentation ou bien l'indentation. C'est quoi l'indentation? Là, je vais parler un peu de fonction, mais brièvement, parce que ça serait encore un autre cours qu'on va aborder plus tard, mais c'est juste à titre d'information pour comprendre un peu ce que c'est l'indentation. Les fonctions Python n'ont pas de comment dire, accolade, begin, end, comme sur Java. Par exemple, quand on prend une fonction sur Java, je dis vraiment n'importe. Donc là, il y a un certain nombre de types qu'il faut marquer, public, void, etc. Et puis la fonction, ou bien en JavaScript, on fait comme ça. Donc une fonction doit en fait être, pour définir la portée, ce qu'on appelle la portée ou le scope d'une fonction, il faut ouvrir une accolade et fermer une accolade. Sur Python, on n'utilise pas ça, on utilise l'indentation. Par exemple, si je prends une fonction, donc là, une fonction que je vais appeler fais-moi quelque chose. Donc, quand je fais entrer, tout de suite, en fait, Python, il me fait une indentation. C'est quoi l'indentation? Ça veut dire tout ce qui va venir sur cette, ensuite, donc à la suite de cette fonction, et tout de suite sur cette colonne-là, va être dans la portée de cette fonction. Par exemple, si je fais print, je suis en train de faire quelque chose. Voilà, donc ce print-là, il est exécuté seulement si j'appelle cette fonction-là, parce que cette instruction-là est dans la portée de cette fonction. Par contre, ce print-là, il va s'exécuter si j'exécute mon code, mais il n'est pas lié à cette fonction. Il est loin d'être sous cette fonction-là parce qu'il n'est pas dans la portée de la fonction. Donc là, si je fais juste un exemple, encore une fois, on verra ensemble comment on définit les fonctions et comment les fonctions fonctionnent. Ça, c'est juste un exemple pour comprendre un peu l'indentation ou l'indentation. Donc là, je vais exécuter mon code. Donc ce qui vient d'être exécuté, c'est « Hey, je suis là ». C'est juste cette instruction-là. Mais si j'appelle la fonction, fais-moi quelque chose. Donc là, je suis en train de faire quelque chose. Donc là, je viens d'exécuter, pardon, c'est juste une erreur de frappe. Donc là, je suis en train de faire quelque chose. C'est la fonction qui vient d'être exécutée, plus la deuxième instruction. Mais si je mets cette instruction-là dans la portée de la fonction, dans le scope de la fonction, et j'appelle la fonction, effectivement, les deux instructions vont être exécutées. Mais par contre, si j'appelle pas la fonction, et je veux exécuter mon fichier, et bien là, il n'y a rien qui se passe. Tout simplement parce que je n'ai pas appelé la fonction. Et puisque ces deux prints, ces deux instructions, ils sont dans la portée de cette fonction-là, si j'appelle pas cette fonction, les deux prints ne vont pas être exécutés. Voilà, en gros, en fait, ça sert à quoi l'indentation. On le verra aussi, en fait, quand on va parler des loops. Les loops ou les boucles, c'est aussi un peu la même chose. Donc on évite, on n'utilise pas du tout, en fait, les accolades comme d'autres langages de programmation, on utilise juste les indentations, ça laisse vraiment le code très lisible et très clair. Maintenant, on va parler de la sensibilité à la casse. On l'a déjà vu dans le premier cours, mais ça sert vraiment un peu aussi ce cours-là de faire une révision totale et globale et complète sur toute la syntaxe qu'il faut respecter. Donc là, si on parle d'une variable qui s'appelle par exemple longueur. Donc longueur égale à 10. Si je prends longueur comme ça, et je fais égal à 100, on est d'accord, les deux variables, ils ne sont pas les mêmes. Donc là, je vais juste enlever celle-ci, et je vais dire, par exemple, affiche-moi longueur, mais avec un L majuscule. Si j'exécute mon programme, il va me dire qu'il y a une erreur. Tout simplement parce que longueur, c'est pas défini. C'est exact, car la variable de type de nom ou de label longueur commence par L minuscule et pas par L majuscule. Donc là, il est vraiment très sensible à la casse. Maintenant, on va parler des commentaires. Donc, en gros, en fait, le but des commentaires, c'est d'expliquer ce qui se passe dans le code.
Les commentaires sont écrits avec votre code, mais n'influencent pas le déroulement de votre programme. Tout simplement, par exemple, si je reviens à l'exemple que j'avais tout à l'heure, donc là je fais juste commande Z, CTRL Z, j'avais cette fonction-là. Si je veux commenter qu'est-ce qu'elle fait, il suffit juste de faire un dièse, et puis j'introduis cette fonction. C'est une fonction qui fait quelque chose. Donc en fait, c'est un commentaire qui permet de définir un peu le rôle de cette fonction-là, ou le rôle du code qui va suivre. C'est très important les commentaires, pourquoi? Parce que de plus en plus vous travaillez, de plus en plus vous faites du code, le code va bien sûr prendre plusieurs lignes. Vous, il n'y a pas de problème, vous comprenez votre code, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, si vous ne révisez pas ce code-là d'ici un an, et vous revenez par exemple après un an pour revoir votre code, là, votre code, il risque d'être vraiment illisible, tout simplement, s'il manque de commentaires, tout simplement parce que vous n'allez pas vraiment comprendre, en tout cas pas tout de suite, chaque fonction qu'est-ce qu'elle fait, chaque ligne de code qu'est-ce qu'elle fait. Même chose si vous partagez le code avec une deuxième personne, et vous lui dites, voilà, mon code, il est comme ça, est-ce que tu peux le vérifier? Il va comprendre rien du tout. En tout cas, il va avoir du mal en fait à comprendre tout le code s'il n'est pas commenté. Donc les commentaires sont très très importants. Les commentaires ressemblent peut-être pas à quelque chose encore une fois pour vous, mais c'est quelque chose qui compte vraiment surtout quand le code vraiment prend plusieurs lignes. Si je reviens à l'exercice qu'on a fait hier, quand on a par exemple calculé le prix total, quand j'avais l'article 1 avec son prix et sa quantité, l'article 2 avec son prix et sa quantité, c'est la même chose. Donc si je veux par exemple faire le prix qui était prix égale quantité une fois, donc là j'essaie juste en fait de résumer, donc c'était quantité une fois prix de l'article 1 plus quantité 2 fois le prix de l'article 2, c'était un peu ça. Donc en fait, si je veux que mon programme soit lisible, il suffit juste de faire dièse comme ça, et puis écrire, donc ceci représente le prix total, ou quelque chose comme ça. C'est juste en fait pour comprendre un peu ce qui va suivre, ou ce que vous êtes en train d'écrire comme code. C'est très important les commentaires. Une chose aussi, c'est que si vous voulez commenter un code dont vous n'avez pas besoin, donc il suffit juste de sélectionner ce code-là, et puis faire commande / sur Mac. Quand vous faites ça, toutes les trois lignes, en tout cas tout ce que vous avez sélectionné, se met en code, enfin en commentaire, pardon, et du coup il ne s'exécute pas. Le commentaire ne s'exécute pas. Ça, c'est très important à savoir. Donc là, par exemple, si j'oublie ça, donc là, je vais faire, par exemple, prix égale à 10. Ça, c'est un code, print prix. Et j'exécute ceci. Vous voyez, en fait, il m'affiche 10. Et, encore une fois, le commentaire n'influence en rien du tout. Mais si j'oublie le dièse, effectivement, là, j'aurai une erreur en me disant que c'est une syntaxe qui est pas valide. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les commentaires et comment les utiliser. Donc là en fait, après les commentaires, on va parler de la convention de nommage. On a déjà introduit ça dans le premier cours où je parlais de camel case, où je parlais en fait de la façon d'écrire en mode camel case ou en mode dromadaire. Donc il y a deux types en fait dans deux types de façons, on va dire, il y a deux façons pour écrire vos noms de variables. D'abord, il faut savoir qu'il faut éviter d'utiliser des variables aléatoires, comme x ou y, à moins si vraiment vous êtes sur un programme mathématique et là vous avez besoin d'abscisse et d'ordonnées. Mais par exemple, si vous faites x2, y égale à 4, et derrière, dans votre tête, en fait, x c'est le prix d'un article et y c'est le prix d'un autre article, sachez que c'est vraiment une très très mauvaise façon de programmer. La plus clean, la plus propre façon, en fait, ou la plus façon adéquate d'écrire le code, c'est vraiment de faire des noms de variables qui sont compréhensibles et qui sont lisibles. Donc là, si je veux en fait dire que x c'est un prix, il ne faut pas écrire x, il faut plutôt écrire prix underscore par exemple article 1. Donc ça, cette façon d'écrire en fait, ça s'appelle le snake case, parce que bon, ça ressemble un peu au snake, un peu voilà, un snake. Si je veux par exemple écrire donc là par exemple en camel case, donc il suffit juste de faire pre article, voilà, donc ça c'est camel case. C'est très important en fait de comprendre comment on utilise
cette convention de nommage ou de dénomination parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser donc, tout le temps quand vous programmez en Python. Supposons par exemple, allez, on va prendre un exemple de, on va dire, vous souhaitez enregistrer l'heure d'une fête. Donc l'heure d'une fête, ça va être heure fête, par exemple. D'accord? Et l'heure, donc là, ça va prendre type string, juste pour cet exemple-là. Donc ça va être ça. Si vous souhaitez utiliser un nom de variable composé de 2 mots ou plus, vous les séparez par ce trait de soulignement, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai dit, le snake case. L'autre option, donc, c'est utiliser le camel case. Et en résumé, donc les noms de variables, ils sont, encore une fois, il faut vraiment comprendre et ne pas trancher sur ça. Il faut vraiment trancher sur ça plutôt, c'est que ils sont sensibles à la casse. Donc heure minuscule comme ça, H minuscule, c'est pas la même chose que ça. C'est vraiment pas la même chose que quand vous écrivez heure comme ça avec un H majuscule. Voilà en gros en fait ce qu'il faut comprendre. Après, si on veut un petit peu aller plus loin, je pourrais vous dire aussi que une variable, elle peut commencer par un underscore ou un trait de soulignement français. C'est un trait de soulignement. C'est tout à fait donc là si je fais ça, c'est tout à fait acceptable par Python. Le underscore, donc il accepte. Il n'y a pas de problème si je veux l'afficher. Voilà, donc là, il affiche 11 heures, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on ne peut jamais, en fait, commencer ou utiliser plutôt un caractère spécial, comme dièse, dollar, arrobas, que ça, c'est pas accepté. Et on ne peut pas aussi commencer par un chiffre. Donc 4 heures, ça, si je dis que c'est la même chose que 16 heures, par exemple, voilà, c'est pas accepté. Mais si je mets le caractère, enfin le chiffre 4 à la fin, ça c'est accepté. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur cette syntaxe qui est encore une fois très simple et qui est la force aussi de Python. C'est pour ça que Python il est utilisé vraiment très dans le monde entier grâce à sa syntaxe qui est claire et grâce à sa façon de programmer qui est très concise. Maintenant on va passer à parler de types, les types qu'on a déjà commencé d'en parler hier. On a parlé de int, float, string et list. Maintenant, on va un petit peu parler de d'autres types qu'on n'a pas encore vus. En plus des types int, integer, float pour les décimaux, str pour les strings, donc les chaînes de caractères, les booleans ou booléens pour les valeurs 1, 0, il y a d'autres en fait types de variables qu'on peut utiliser en fait sur Python. D'abord, avant de vous montrer ces types-là, il faut juste que je rappelle qu'il y a une fonction qui en fait permet de savoir de quel type s'agit-il pour une variable. Par exemple, si je prends une variable boolean, donc là je vais dire ma variable boolean, voilà. Donc là elle va prendre par exemple la valeur true. Si je veux savoir son type, donc print pour printer, pour imprimer ce que je veux comme résultat, et je fais type et puis ma variable. J'exécute mon code, elle me dit qu'elle est de type bool. Elle est dans la classe bool. Après on verra ce que ça veut dire classe, mais pour l'instant ce qu'il faut retenir c'est bool, c'est-à-dire boolean. Si je fais créer une autre variable, ma variable string, je suis une chaîne de caractères, par exemple, et là je fais print type de cette variable là. Voilà, elle est de type string. Voilà. Donc là je vais juste commenter mes deux premières lignes de code, juste pour être sûr que voilà, je parle bien de cette variable là qui est de type string. N'oubliez pas toujours de sauvegarder avant d'exécuter, ça c'est très important, sinon il va exécuter juste le code qui était le dernier à être sauvegardé. Ça c'est vraiment quelque chose à savoir. Alors pour les booléens, ça veut dire que, imaginons que je veux faire une comparaison de deux valeurs, et je veux savoir donc du coup est-ce que c'est true ou bien false. Tout simplement, il faut faire quelque chose genre ma variable ou mon résultat booléen
égale à la fonction bool 2, et là je compare, par exemple, je dis est-ce que 1, est-ce qu'il égale à 1? Vous vous rappelez, en fait, quand je fais 2 égale, ça veut dire que là c'est une comparaison entre deux valeurs. Bool, là c'est juste pour vous introduire ce que c'est la fonction bool. Bool, en fait, ici, elle va me donner le résultat de cette comparaison. On va voir ce que c'est. Donc ça c'est mon résultat. Je vais l'imprimer. Je sauvegarde, j'exécute. Donc c'est true. Oui, c'est vrai, 1 égale à 1. Mais est-ce que 1 égale à 1 de cette façon? Est-ce que le nombre 1 égale au string, à la chaîne de caractères 1? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Bien sûr, parce que là, je suis en train de comparer deux choses différentes. Un entier avec une chaîne de caractères. Donc bien sûr, les deux, ils ne sont pas égaux. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous introduire un peu ce que c'est la fonction bool. Il existe plusieurs fonctions de ce type-là. Par exemple, si je prends, hier on a parlé des complexes, donc on peut soit pour définir un nombre complexe, comme j'ai dit hier, soit je dis ça, donc ça c'est mon nombre complexe. Je vais dire qu'il est égal à 32 plus 4j. Juste savoir il est de quel type, donc je fais print imprimer le type de ceci, je sauvegarde, j'exécute, il est de type complexe, d'accord. Je peux aussi en fait dire que en fait au lieu de faire 32 plus 4j, je fais juste la fonction. C'est un peu comme la fonction boolean, mais c'est une fonction pour les nombres complexes, donc complexe. C'est une fonction qui s'appelle fonction complexe. En fait, ce que j'ai pas dit depuis le début, c'est que bon, grâce en fait à la documentation qui est déjà fournie dans PyCharm, elle est en anglais certes, mais bon, elle est très compréhensible. Il suffit juste en fait de mettre votre curseur sur une fonction pour comprendre un peu les valeurs qu'elle prend en tant que paramètre, ainsi que les différentes actions qu'elle permet de réaliser. Bon, encore une fois, ça on le verra quand on parlera de fonctions, mais c'était juste à titre d'exemple. Donc là en fait voilà, si donc ça c'est un complexe, je l'imprime, je l'exécute, et voilà, ça donne vraiment la même valeur que j'ai signalé tout au début, ou avec la valeur que j'ai initiée, pardon, tout au début. Maintenant, je vais par exemple parler des types de chaînes de caractères. Donc là, c'est, on va dire, ma ville. Là, je dis que c'est Paris. D'accord. Et là, je vais imprimer print type ma ville. J'exécute. Donc str, elle est de type strings. Maintenant, on va parler d'un autre type de variable qui est tuple. Tuple, c'est comme une liste, ça s'écrit comme ça. Tuple en anglais, ou les tuples. Donc c'est une liste qui est ordonnée et qui permet la répétition des éléments. C'est ce que je vais en fait vous expliquer. Donc là, si je prends par exemple cette variable qui s'appelle mytuple. Donc mytuple égale, et là je fais une suite de marques de voiture. Allez, BMW, Mercedes, Renault, allez, une autre, Ferrari. Donc, déjà, son type, c'est quoi? J'exécute. Son type, c'est tuple. Il n'y a qu'une seule différence, c'est que, en fait, avec les listes, on a vu les listes hier, quand on a parlé des listes de cette façon-là, vous vous rappelez, c'était mylist, ou dans le premier cours, pas forcément hier. Donc là, on a vu quelque chose comme ça. Cette liste-là, on peut la changer. Vous vous rappelez, on peut modifier par index, du coup, la valeur de chaque élément dans la liste, en utilisant l'index et en affectant une valeur. On peut aussi rajouter des éléments, mais pas dans le tuple. Le tuple, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose d'immuable. Si on essaie d'ajouter un élément, et bien tout simplement, ça ne va pas fonctionner. Si je prends mytuple et voir un peu les différentes fonctions qui sont possibles sur le tuple, là, j'ai pas, par exemple, append, la fonction qu'on a vue hier. Alors que sur mylist, si je fais point,
là j'ai append, donc là je peux ajouter un élément, mais pas sur tuple. Tuple, c'est un type de liste qui est fixe. Il est ordonné et fixe, et on ne peut pas changer vraiment la valeur dedans. On aura d'autres occasions en fait pour effectivement voir un peu dans quel cas exact on utilise les tuples, mais gardez juste ça en tête, c'est que le tuple c'est une liste qui est fixe et on ne peut pas changer. Donc au contraire de MyList par exemple qui s'écrit entre crochets, alors que les tuples s'écrivent entre parenthèses. Voilà tout ce qui concerne les tuples. Maintenant, on va parler des ensembles. Les ensembles, en fait, en anglais, c'est des sets. Les ensembles ne garantissent pas l'ordre des articles. C'est pas comme les tuples. Les tuples, ils sont ordonnés, alors que les ensembles, ils ne le sont pas. Un point clé lors de l'utilisation d'ensembles, c'est qu'ils ne permettent pas la répétition d'un élément. Donc, je vais juste reprendre le même exemple que tout à l'heure. Et là, je vais l'appeler mySet. Donc ça, ici, on parle bien des sets. Donc, en fait, on ne le met pas entre parenthèses, on ne le met pas entre crochets, mais entre accolades. Et là, si j'imprime le type de mySet, donc là, il me dit que c'est bien, c'est un set. Voilà. C'est pas un tuple, c'est pas une liste, c'est vraiment un ensemble. Donc ce que j'ai dit juste il y a 2 secondes, c'est qu'ils ne permettent pas la répétition. On va essayer de répéter le mot Ferrari, par exemple. Donc là, si j'imprime mySet, voilà comment il est considéré. Donc il a juste mentionné Ferrari une seule fois, pas deux. Parce que les sets ou les ensembles ne permettent pas d'avoir une répétition. Donc ça, c'est très important à le savoir. Après, bien sûr, dans mySet, c'est pas le cas de tuple, mais mySet, en fait, elle aussi, comme les listes, elle peut en fait du coup supporter un ajout d'un nouvel élément. Donc là, c'est pas append, mais c'est add. Et là, je vais ajouter par exemple Peugeot, Citroën. Allez. Et là, je vais faire print mySet, j'exécute. Et là, mon PSA, il est bien dedans. Voilà. Donc ça, c'est les sets ou les ensembles. Après, un autre type qui s'appelle les dictionnaires ou dictionaries. Donc le dictionnaire ne garantit pas l'ordre des éléments. Par contre, il est modifiable. Une caractéristique de dictionnaire, c'est que vous pouvez le définir avec vos propres clés pour accéder à chaque élément. Alors, exemple. Donc là, on va parler dictionnaire. Et là, je vais dire my dictionnaire entre accolades et je dis, donc là, l'école, on va dire my dictionnaire de l'élève 1, par exemple. Donc, il est de l'école Saint-Joseph et il est dans la classe de CM2, par exemple. D'accord ? Je prends aussi le dictionnaire de l'élève 2. Donc, c'est des propriétés, tout simplement. Donc là, je dis François Mitterrand et puis la classe CM1. Voilà. Et le type d'un dictionnaire, voilà, c'est pas magique, tout simplement, c'est dictionnaire. On peut en fait définir un dictionnaire de cette façon-là. Donc c'est plutôt un objet où on met en fait tout ce qu'on veut comme variable ou comme attribut. Donc l'attribut école, il prend une valeur et l'attribut classe, il prend une autre valeur. Pour y accéder à ces attributs-là, donc il suffit juste de faire quelque chose comme ça. Alors c'est get, c'est case. On va voir case déjà. Qu'est-ce que ça donne?
Donc les cases, voilà, c'est école et classe. Donc ça, c'est les fonctions qu'on peut utiliser. Et get, et là je mets école par exemple. FM, voilà. Donc pour accéder effectivement à l'attribut école de l'élève 2, on utilise get. Encore une fois, ça c'est juste un titre d'information. Pour l'instant, on essaie d'être le plus simple possible. Toutes ces choses-là, on les verra plus tard quand on en aura besoin. Mais pour l'instant, voilà, on reste juste sur un peu le basique. Une autre façon en fait d'utiliser les dictionnaires, c'est ou d'affecter une valeur à un dictionnaire. Donc là, je peux prendre une autre valeur, mydict élève 3. Donc là, en fait, au lieu de faire cette façon d'écrire le dictionnaire, en fait, je vais faire dict. Et puis ici, je mets école égale Saint-Joseph. Et le prix, donc la classe, c'est pas le prix, mais c'est la classe. Du coup, c'est un autre attribut. Je lui donne CM ou CE1. Juste un exemple. Donc, et là, j'imprime en fait mon dictionnaire qui est un peu la même chose que cette syntaxe-là. Donc ça, c'est juste une autre représentation de comment on peut affecter une valeur d'un dictionnaire. Après, vous pouvez mettre autant d'attributs que vous voulez. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire comme vous voulez. Dans la syntaxe Python, on essaie en fait, quand on écrit, d'être un peu le plus clair possible. Donc pour l'instant, pour les dictionnaires qui contiennent des attributs un nombre d'attributs réduit, comme celui-là, on peut le garder sur une seule ligne, mais quand le nombre d'attributs en fait continue à augmenter, on les sépare en mettant un attribut par ligne, et c'est tout à fait aussi valable. Voilà, donc c'est tout à fait valable, c'est tout à fait acceptable. C'est juste pour une question de lisibilité. Maintenant, le dernier point que je veux évoquer ici dans ce cours-là, et je vais finir par là, c'est la conversion de type, ce qu'on appelle le typecasting en anglais. Donc le typecasting, il permet de convertir entre différents types. On va prendre un type string par exemple, ou bien un entier. On va prendre un entier. Allez, on va prendre un entier. On va dire entier. Cet entier-là, il est égal à 2. Si je veux le convertir en string, déjà, je vais juste dire il est de quel type. Donc entier. Je l'exécute. Il est de type entier. Voilà, il est de type entier. Maintenant, si je veux le convertir en string, on va dire entier. J'affecte une autre valeur, genre entier, en caractère égale, je fais juste la fonction, j'appelle juste la fonction str, string, et je mets la variable que je veux convertir en string. Et donc là, si je fais print cette valeur-là, donc ça va être 32, mais si je veux savoir de quel type elle est, donc j'appelle la fonction type, donc c'est string et c'est pas int. Au début, donc entier c'est int, et quand je l'ai converti, donc sa conversion, je l'ai affectée à une autre variable que j'ai appelée entier en caractère, et après j'appelle la fonction type pour savoir c'est quoi le type de cette variable là. Donc la variable elle est bien en string. Un autre typecasting ou conversion de type, c'est les float to string. C'est un peu la même chose. Donc en fait, si par exemple je veux convertir, là je vais faire une syntaxe un peu réduite. Donc je veux convertir 32,6. Donc ça c'est un type float. Voilà. Mais si je veux avoir du type de cette variable-là, qui est string 32, qui est l'appel de la fonction str pour le nombre 32,6, donc il est de type string. Mais si j'enlève le str et je laisse tout court le nombre, vous voyez qu'il est de type float. Après, on peut bien sûr aussi convertir
un float à int. Donc là, si je prends un nombre, donc ça c'est un nombre float, c'est un nombre décimal, donc 3,43, et je veux le convertir en nombre entier. Donc là, ce que je fais, c'est juste int, j'appelle la fonction int comme integer, et j'appelle cette variable, donc l'entier de nombre float. Et maintenant, je vais imprimer cette valeur pour voir ce que ça donne. Donc ça donne bien 3, parce que la conversion de ce nombre décimal en entier, c'est bien 3. Même chose, on peut aussi convertir un string, donc une chaîne de caractères, en entier. Par exemple, donc ça c'est string ou nombre string. Donc un nom string, on va dire 32. D'accord. On peut aussi les mettre entre double quotes, ça on l'a déjà vu dans le premier cours. Donc ça c'est de type string. Si je veux le convertir en float, par exemple, et bien là c'est simple, j'appelle la fonction float. Quand je veux convertir en string, j'appelle la fonction string. Quand je veux convertir en integer, j'appelle la fonction int. Quand je veux convertir en float, j'appelle la fonction float. Et là, ça va être nombre de string. Et puis là, je vais juste imprimer le type pour être juste sûr que je parle bien de float. Donc en fait, la fonction float, elle convertit du coup tout ce qu'on met ici en float. Elle convertit aussi les strings. Donc là, elle convertit aussi pardon, les entiers. Donc là, si je mets, donc ça, mon nombre string, il devient un nombre entier. Et mon nombre entier, ben, je le convertis en float. Donc là, le nombre float, je vais juste l'imprimer. Je sais qu'il est float, mais je vais maintenant juste l'imprimer. Ben voilà, c'est 32,0 parce qu'il est de type float. Tout ce qui est type float, on l'a vu dans le premier cours, il finit par virgule 0. Et le virgule, c'est un point, c'est pas une virgule. D'autres choses aussi à savoir un peu dans ce cadre de typecasting, c'est les sommes. Les sommes, par exemple, si je prends un nombre entier et je le somme avec, je fais la somme, je l'additionne à un autre nombre qui est float, d'accord? Donc, je vais je vais créer une variable que je vais appeler résultat addition, qui va être mon nombre entier plus mon nombre float, d'accord? Et je vais imprimer tout simplement ce résultat de l'addition. Donc, on voit bien que le résultat de l'addition, il est de type float, il n'est pas de type entier, parce que c'est le float ici qui gagne. Quand on fait float plus un entier, le résultat est toujours de type float. Par contre, Python ne va pas faire la conversion, donc ça c'est ce qu'on appelle les conversions implicites. C'est des conversions qu'on ne voit pas, c'est des conversions vraiment implicites. Il faut juste être conscient qu'elles existent et puis comprendre derrière si on a des résultats un peu parfois bizarres, il faut vraiment comprendre d'où ça vient. Donc ça c'est vraiment la base pour comprendre ces conversions implicites. Ce que je disais c'est que en fait Python ne va pas faire la conversion implicite d'un string et un int. Par exemple, je garde mon nombre entier et là je vais faire une chaîne de caractères, caractères, et là je suis un mot. Donc ça c'est une chaîne de caractères. Si je fais la somme de mon nombre entier plus caractère et je veux l'imprimer, donc là j'ai bien une erreur parce que tout simplement il dit le plus, il n'est pas supporté quand on veut additionner le int et le string. Voilà. Donc ça c'est quelque chose aussi très important à savoir. Je finis par là et je suppose et j'estime qu'on a fait un peu le tour de toutes les opérations de tous les types qu'on doit savoir, de toutes les opérations qu'on pourrait faire sur les types, de quelques fonctions qui sont utiles en fait à créer des types comme complexe et boolean. Il faut juste garder en tête trois notions sur les nouveaux types qu'on vient de voir. Les tuples, c'est une liste qui est ordonnée et qui est vraiment fixe et qu'on ne peut pas changer.
Les sets et les ensembles, on a vu, donc pour les sets, c'est que leur point clé, c'est qu'ils ne permettent pas la répétition d'un élément. Les dictionnaires, ils sont très flexibles, on peut ajouter autant d'attributs qu'on veut, et puis on peut accéder à la valeur de ces attributs-là, mais c'est encore une chose qu'on va avoir plus tard dans des cours un peu plus avancés. Et puis on a aussi vu pendant cette dernière section la conversion de type ou le typecasting, comment on convertit de string à float, ou de float à string, ou de int à float, ou de float à int, ou de int à string, ou de string à int. Voilà tout ce qu'il faut vraiment savoir à ce niveau-là. Et puis on se retrouve dans la troisième vidéo pour plus de bases sur Python.